on va commencer tranquillement, il est 13h02. Donc, pour la troisième conférence du dernier mardi du mois, avec alors, je ne sais pas si ça va être un peu gênant, le petit bandeau en bas. Je peux le mettre. Bon, bref, on le bougera si besoin. Donc, cette troisième conférence qui a pour objectif de discuter de faire la FHU respire pour les nuls, donc une version un petit peu vulgarisée. Ce n'est pas un exercice, très sincèrement, ce n'est pas un exercice facile du tout à faire. Donc, j'espère que ça vous conviendra. Alors, je vous rappelle juste que les objectifs de cette conférence dernier mardi du mois, c'est de faire connaître notre FHU, mettre en avant les différentes compétences. Les conférences à s'orienter grand public ou professionnel, c'est plutôt grand public avec une discussion en aval. Le programme est indiqué ici. Donc, la prochaine, ce sera donc le 26 avril 2022 avec une conférence du professeur Fabien Gosselet sur la modélisation de la barrière hémato-encéphalique, de la prédiction de distribution cérébrale de molécules thérapeutiques à une meilleure compréhension des mécanismes de l'infection virale. Donc, ça sera pour les professionnels. Je vous rappelle également que toutes les conférences sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà. Et on va commencer tout de suite, puisque là, on parle de la FHU Respire. Et pour commencer, je voulais juste vous rappeler ce que c'était qu'un petit élément de discussion. Oui, c'était à 13h. Oui, moi, c'est tout à l'heure. Par contre, est-ce que on mettra en route les micros au moment de la discussion, mais là, si vous pouvez éteindre vos micros. Donc, une FHU, c'est quoi? Donc, ça veut dire Fédération Hospitalo-Universitaire. Donc, le principe, c'est une collaboration de toutes les équipes de recherche en santé autour d'un thème avec des équipes hospitalières, universitaires, des équipes labellisées INSERM, l'industrie, avec des études fondamentales. Donc, plutôt du laboratoire, des essais cliniques, des cohortes, donc avec des patients, mais également des travaux qui peuvent se faire sur informatique, et puis des données en sciences sociales, en économie de la santé, en histoire. L'objectif, in fine, et ça c'est sur les définitions globales, c'est de développer soit des innovations technologiques, soit des traitements plus efficaces, en tout cas améliorer la prise en charge des patients. Et donc, on a un financement par le GIR6. Alors, pourquoi notre FHU? Je pense qu'avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de la FHU Respire, il faut vraiment comprendre pourquoi on l'a montée. Alors, excusez-moi, petit problème technique. Alors, cette FHU Respire, elle est concentrée entre autres sur les pathologies respiratoires chroniques. Donc, dans pathologie respiratoire chronique, il y a plein de pathologies différentes qui peuvent être incluses. La BPCO ou bronchopneumopathie chronique obstructive. Globalement, pour faire très court, une pathologie qui est liée en grande majorité au tabagisme et qui va donc créer de l'inflammation et où ce qu'on appelle l'emphysème, c'est-à-dire des trous dans le poumon, et donc qui entraîne une pathologie qui, malheureusement, si on la laisse évoluer, peut aller jusqu'à l'insuffisance respiratoire chronique. Les bronchectasies correspondent à des bronches dilatées, donc dont le calibre est plus important que la normale et qui sont à plus haut risque d'infection, de surinfection ou de colonisation. L'asthme, une maladie que beaucoup de gens connaissent, et puis par exemple la fibrose pulmonaire, donc, qui est une maladie aussi évolutive du poumon et qui entraîne des gros besoins en oxygène. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, les pathologies respiratoires chroniques, elles sont très fréquentes dans les Hauts-de-France, très fréquentes également en Normandie, et qu'on a un excès, malheureusement, dans nos régions. On est un peu sur le haut du podium en termes de taux d'hospitalisation pour BPCO ou pour asthme, pour exacerbation. Ce qui veut dire qu'on a une population pour laquelle il faut qu'on améliore la prise en charge. Alors, si on rentre dans la principale, la plus fréquente, qui est la BPCO, alors je vous ai fait un petit focus dessus. C'est une maladie donc inflammatoire des bronches. Et vous voyez sur ce petit schéma, donc la bronche normale a un certain calibre et que dans la BPCO, on a une inflammation donc plus ou moins marquée. Et vous voyez l'espace entre guillemets pour que l'air voyage est fortement diminué. Le patient asthmatique peut, pendant ces phases de crise, également avoir une augmentation donc de l'épaisseur de la paroi du fait de l'inflammation. Et puis derrière, il y a des sécrétions, ce que les gens appellent communément des glaires, qui en plus vont augmenter encore ce qui va remplir entre guillemets le calibre de nos bronches. Donc, il y a une grosse différence et ces patients, eh bien, ils vont en plus évoluer par poussée. Donc, il y a une obstruction permanente des voies aériennes et c'est lié, alors
pour la BPCO, en grande majorité un toxique qui est le tabac. Mais ça peut être lié aussi à des polluants, donc on en revient également donc, à l'importance de notre environnement, des aérocontaminants d'origine professionnelle, donc il y a diverses causes. Alors il y a aussi un peu un terrain haute, puisqu'il peut y avoir une susceptibilité génétique pour développer certaines formes de BPCO. Cliniquement, ces patients, ils se plaignent de quoi? Ils se plaignent d'être essoufflés, ils se plaignent de tousser et de cracher. Alors, certains ne se plaignent que de l'un ou que de l'autre. Les patients ne sont pas obligés d'avoir les deux facettes, c'est-à-dire l'essoufflement et la facette toux et expectoration, toux et crachat. Au stade évolué, ils sont à peu près tous au même point. Ils sont très limités à leur vie quotidienne. Ils sortent plus de chez eux. Ils ont éventuellement besoin d'oxygène, voire d'appareils de ventilation. Et leur évolution, elle est vraiment émaillée de ce qu'on appelle des exacerbations, c'est-à-dire des aggravations de leur pathologie brutale, aiguë, avec, si possible, dans un certain nombre de cas, un retour à l'état de base à la fin de l'exacerbation et parfois une aggravation définitive de la fonction respiratoire. Alors, la BPCO, c'est quand même 2,5 à 3,5 millions de patients en France. 2 tiers des patients ne sont pas diagnostiqués et la BPCO est globalement sous-diagnostiquée. C'est la première cause de mortalité par maladie respiratoire non cancéreuse et la troisième cause de mortalité liée au tabac. Première en rang de santé, et vous voyez, globalement, on est quand même beaucoup plus foncé dans le nord de la France que dans le sud. Et donc, dans les Hauts-de-France, eh bien, on est au-dessus de 20% du taux de mortalité et d'hospitalisation par rapport à la moyenne nationale. Et en Normandie, on est entre 10 et 20%. C'est un peu mieux, mais c'est quand même pas terrible, terrible. Alors, deuxième paramètre, on a dit les pathologies respiratoires chroniques, elles sont fréquentes dans les Hauts-de-France et la Normandie. Le deuxième paramètre, c'est l'environnement. Et notre environnement, il est en pleine mutation sous notre impact. Alors, dans le terme environnement, on comprend à la fois l'environnement dit microbiologique, donc les agents, un certain nombre d'agents infectieux qu'on retrouve dans la nature ou pas d'ailleurs, avec qui on peut vivre en bonne intelligence ou entraîner un développement donc, de pathologies. Les micro-organismes peuvent avoir différents statuts. Et pour certains micro-organismes, ils sont indispensables à notre bon développement et on va revoir ça. Et d'autres, par contre, vont être très pathogènes. Alors, on voit qu'on a une émergence de nouveaux agents infectieux, notamment le SARS-CoV-2. Il y a un certain nombre d'agents infectieux qui existent depuis des millénaires, comme Mycobacterium tuberculosis, l'agent de la tuberculose, et qui malheureusement, contrairement à tout ce qui a toujours été dit, n'est toujours pas éradiqué et loin de là. Et puis des bactéries qui sont là et qui deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Alors ça, c'est que des exemples. En tout cas, il y a beaucoup de modifications de notre environnement. On va revoir aussi qu'il y a un certain nombre de champignons qui, par le traitement, par exemple, avec les pesticides, etc., peuvent très bien développer des résistances aux traitements antifongiques. On a également un environnement toxique et chimique dans lequel il y a beaucoup de choses. Alors, j'ai mis une liste, mais qui n'est pas exhaustive. On peut retrouver le tabac, un certain nombre de polluants, quand on parle notamment de pollution atmosphérique. Les médicaments, on peut voir ça aussi comme une sorte de pollution dans notre environnement, les métaux lourds, le black carbone, les pesticides, mais aussi les pollens, les moisissures, etc. Donc, notre environnement, c'est un tout, et ce tout, l'homme l'a modifié. Alors, juste pour vous montrer, alors ça, c'est de la pollution atmosphérique, puisque c'est les mesures des concentrations en PM2,5, donc en petites particules de moins de 2,5 microns. Et vous voyez là encore que on ne peut pas dire que Hauts-de-France et Normandie, ce soit terrible, puisqu'on est quand même assez foncé. Vous voyez, on se situe entre le orange, voire sur certaines zones, le rouge. Essentiellement, c'est autour de l'île. Donc, notre objectif à nous, c'est de faire vraiment une approche intégrée des maladies respiratoires, non pas regarder juste le patient avec sa pathologie, juste l'environnement, juste certains agents pathogènes, mais de faire vraiment un tout. Faire vraiment un tout en partant de l'enfance, et on pourrait même dire de l'anténatal, puisqu'on va voir qu'un certain nombre de choses débutent avant la naissance, jusqu'au sujet âgé, et il y a beaucoup de choses qui vont se modifier avec le temps. Alors, il faut prendre en compte donc, notre hôte, donc le patient, qui peut avoir une certaine susceptibilité génétique, que ce soit pour développer une infection ou pour répondre, par exemple, à une infection ou à une attaque, quelle qu'elle soit, de l'environnement. Donc, on a notre hôte, on a un certain nombre de pathogènes, variés, variables, des bactéries, des champignons, des virus. On a notre environnement sur lequel il y a plein de choses qui peuvent
qu'on peut ranger dans cet environnement, hein, que ce soit l'environnement microbiologique, on avait dit, l'environnement en termes de polluants chimiques, toxiques, mais également un certain nombre de médicaments qui peuvent aussi modifier un petit peu le cours de la vie des patients. Et donc, pour avoir des pathologies respiratoires chroniques, dont l'objectif est soit pouvoir les anticiper pour pas que les patients les développent, soit pouvoir en tout cas éviter que ces pathologies ne s'aggravent et puis de pouvoir les traiter. Et donc, notre objectif dans cette FHU est vraiment de faire une approche intégrée des maladies respiratoires. Donc, en prenant en compte l'hôte, en prenant en compte les agents microbiologiques, en prenant en compte alors, ce que j'ai dessiné ici pour notre environnement qui est varié, et puis en essayant de trouver des traitements, bien sûr, traitements qui peuvent agir à différents niveaux. Et vous voyez ces liens, il y a une interaction entre l'ensemble, et ce qui va correspondre, je vais passer juste ça, à nos work packages, avec le Work Package 1 sur le volet environnement, mais au sens large du terme, le Work Package 2 qui est sur le volet agents infectieux, le Work Package 3 sur le volet hôte, le Work Package 4 sur le volet traitement, et puis un Work Package un petit peu à part, qui est le Work Package 5, donc qui essaie d'avoir une vue un peu plus transversale, prenant en compte à la fois ce qu'on sait du passé, l'impact que tout ça peut avoir sur le développement, mais aussi psychique, sur le social, sur du médico-économique, pour essayer de prévoir le futur, avec bien entendu une part de communication sur nos résultats, puisque si on veut améliorer la prise en charge des patients, il faut également communiquer sur les résultats de cette FHU. Alors, les outils qu'on va utiliser sont extrêmement variés. La liste ici n'est absolument pas exhaustive. On va utiliser des cohortes, on va utiliser un certain nombre de plateformes, on va travailler avec les centres nationaux de référence, dont certains sont situés dans le G4. On va travailler avec également des outils comme ce qu'on appelle la PCR. C'est un mot qui est devenu finalement passé dans le vocabulaire courant du fait du Covid, puisque maintenant les gens savent qu'ils font une PCR Covid, même s'ils ne savent pas exactement ce qu'on fait. Mais voilà, amplifier du génome, on va regarder un nombre de copies, de la métagénomique, on peut faire aussi donc du séquençage à haut débit, de la métabolomique, de la spectrométrie de masse. Donc pour certains, c'est un vocabulaire qui est facile pour certains, plus compliqué pour d'autres. On va essayer de le mettre en image. Des modèles précliniques, on va travailler sur le sol, sur l'air, sur l'écologie. On peut faire aussi ce qu'on appelle des clusters et on va avoir des projections, des simulations. On peut travailler sur les volets médico-sociaux, médico-économiques et sur l'histoire. Alors, nos outils variés, ils vont aller dans plus ou moins… Alors, c'est un cercle, vous voyez, qui ne s'arrête pas. Hein. C'est-à-dire que, alors, j'ai mis là en premier le ex vivo, ça pourrait se discuter, mais globalement, on peut avoir une idée sur des données qu'on trouve, par exemple, sur des prises de sang, sur des données épidémiologiques, etc., qui vont amener à faire des hypothèses et qui vont passer ou pas par l'étape du modèle animal et l'étape in vitro. L'ensemble, de toute façon, va revenir au patient pour, si on a trouvé quelque chose, faire des essais cliniques, des études cliniques. Et c'est aussi du patient que vont repartir des données qui vont être à l'origine de nouvelles idées. Donc, c'est un cercle où chaque maillon est important et où on a besoin des différentes étapes. Alors, on va commencer par le Work Package 1. Donc, ce Work Package 1, il est sur l'environnement et son rôle dans le développement des pathologies pulmonaires inflammatoires infectieuses, en sachant que l'environnement, il va être de nouveau au sens très large du terme, c'est-à-dire pesticides, polluants, agents microbiologiques. On va parler de pollution. Alors, en général, quand on parle pollution, tout le monde entend la pollution extérieure. On entend les Grenelles de l'environnement, la COP21. On parle vraiment de la pollution atmosphérique. Mais les gens oublient qu'il y a aussi une pollution intérieure qui peut être une pollution extrêmement importante, dans lequel, dans ces principaux polluants, on va retrouver notamment le tabac, mais également certaines moisissures. Et on pourra en discuter avec notamment un des projets, le Covid a modifié notre exposition aux polluants intérieurs, notamment pendant la première vague où les personnes sont restées confinées chez elles, on fait du télétravail. On va être à la fois ici à l'échelle générale, en population, mais également à l'échelle individuelle. Donc, on va commencer par la première tâche, qui est caractérisation de l'exposition des polluants, des populations aux polluants environnementaux et les effets sur la santé. Donc, et je vais essayer de présenter pour illustrer à chaque fois quelques projets. Bien entendu, on ne pourra pas faire l'exhaustivité de ce qui est
ce qui a été mis dans le projet initial, en sachant que depuis ce projet initial, il y a des nouveaux projets qui ont été mis en place. Certaines des diapos sont des diapos que j'ai repris des présentations qui ont été faites à notre première journée du 22 novembre, comme celle-ci d'ailleurs, sur l'étude Elisabeth, donc une approche épidémiologique en population générale. Donc, on a une population de patients pour lequel on va avoir à la fois des données, on va dire, géographiques, on sait où ils sont, où ils habitent et à quoi, via Atmo Hauts-de-France, qui mesure la qualité de l'air et donc notamment les PM2,5, les PM10, l'ozone et le SO2, va nous permettre de voir à quoi ces patients ont été exposés. On aura également des données par rapport à leurs antécédents, leurs comorbidités cardiovasculaires. Il y a une prise en compte de l'évaluation des expositions professionnelles et il y a un certain nombre d'analyses biologiques avec des prélèvements qui sont faits, qui vont être conservés dans la biobanque et utilisés. L'objectif est, avec cette première population, de créer des indices et avec les données qu'on a de santé publique, de comment sont répartis les patients sur la population, des données qu'on a, d'essayer de pouvoir faire un certain nombre d'indices pour analyser les inégalités, que ce soit dans l'accès aux soins, que ce soit en termes d'exposition environnementale, etc. Donc, c'est une étude qui a bien avancé, l'étude Elisabeth. Ça, c'était une étude, on va dire, en population générale et plutôt en exposition extérieure. Une autre étude qui, elle, est plutôt travail sur la pollution intérieure, où ont été prélevés des domiciles de personnes, certaines malades, d'autres non. Au sein des personnes prélevées, il y avait à peu près 600 allergiques. Et donc, on a 1000 logements qui ont été prélevés. L'objectif numéro 1 de ces prélèvements, c'est déjà de pouvoir donner des conseils aux populations. Et c'est le principe d'ailleurs des conseillers en environnement qui vont au domicile des patients. Alors, habituellement, ils peuvent faire quelques prélèvements. Là, c'est des prélèvements qui ont été un peu plus exhaustifs. Et l'objectif, c'est de repérer les erreurs et de diminuer la pollution intérieure. Et donc, l'objectif est là aussi de voir un peu l'adhésion des populations au conseil. Il y a une caractérisation également en termes d'études sur la pollution intérieure d'habitats dégradés par les moisissures, avec vraiment une mesure d'air sur le terrain, la recherche de contaminants, des caractéristiques du bâti et une mise en relation avec des données de santé. Et puis, il y a une troisième étude qui est une étude exploratoire, cette fois-ci qui vraiment se centrait sur le champignon et sur une population un peu particulière, qui est une population atteinte de mucoviscidose, et pour voir un peu l'exposition de ces patients, en sachant que les patients qui ont la mucoviscidose, qui est une maladie génétique, enfin rare, mais qui est la plus fréquente des maladies génétiques, ces patients ont très souvent dans leur prélèvement des champignons absolument pas classiques qu'on ne trouve pas ailleurs, dont la prise en charge n'est pas simple. Et il est vraiment important de savoir, notamment pour eux, s'il y a une exposition de ces patients à leur domicile. Alors, en termes de mesures individuelles, un petit peu à l'inverse de la toute première étude que je vous ai montrée, qui était plutôt quelque chose à l'échelle populationnelle, eh bien, il y a des possibilités de faire des microcapteurs de la population de l'air et l'analyse de déplacement de participants, ce qui permet de caractériser l'environnement des patients et d'évaluer leur multi-exposition. Il y a eu d'autres systèmes avec des capteurs électrostatiques à poussière, déposés plusieurs semaines dans des domiciles avec ou non des moisissures visibles. Et vraiment, c'est pour essayer de voir l'exposition. Cette fois-ci, là, aux moisissures. Donc, vous voyez, on peut caractériser l'air et l'environnement, caractériser l'exposition aux moisissures. Et l'objectif, ce n'est pas uniquement de faire un prélèvement le jour où on passe, c'est de laisser des capteurs qui vont enregistrer, qui vont capter pour voir un peu l'exposition cumulée. Et bien sûr, le mettre en parallèle de la santé des habitants. Et puis, c'est important de pouvoir prendre en compte l'impact de notre comportement qui s'est modifié, notamment, c'est ce que je vous disais, par rapport à l'exposition à la pollution intérieure et extérieure. On en reparlera tout à l'heure. La deuxième partie de ce Work Package 1 s'intéressait donc aux mécanismes qui étaient impliqués dans les effets sur la santé des polluants environnementaux. C'est essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. C'est pour ça que je vous ai mis ce petit dessin. Et donc, pour ça, il y a des travaux, notamment des travaux de laboratoire. Vous voyez ici, avec une combustion donc, de biocarburants au laboratoire et une exposition donc, de cellules, notamment de cellules pulmonaires. Et l'objectif étant de voir
quand on fait une combustion de biocarburant, qu'est-ce qu'on a comme gaz de combustion et quel est l'impact sur les cellules pulmonaires. Donc, j'essaie vraiment de comprendre le mécanisme et cette fois-ci, non plus en faisant des mesures de qualité d'air et puis en regardant un petit peu comment va la population au regard, mais en regardant directement l'impact des gaz de combustion sur les cellules pulmonaires. Deuxième exemple, cette fois-ci, alors on change de type de polluant. On va regarder les moisissures et le tabagisme, qui sont donc deux polluants, cette fois-ci plutôt intérieurs, hein. La combustion de biocarburants, c'est quand même plutôt une pollution extérieure. Et donc, même principe, hein, on va exposer cette fois-ci des macrophages à soit de la fumée de cigarette, soit à des moisissures. Et on va regarder la réponse immune, donc la réponse finalement de l'organisme à partir des données sur les cellules macrophagiques. Là encore, c'est pour essayer de comprendre ce qu'on va avoir comme effet à cette exposition. Alors, il y a aussi également l'évaluation de l'impact que ça pourrait avoir. Là, on est finalement sur du très court terme, hein. On regarde directement l'impact. On pourrait très bien essayer, on essaye également de voir un petit peu l'impact sur le plus long terme. Alors, ça ne va plus être du laboratoire au sens classique du terme, mais ça va plutôt être une perspective un peu plus à l'échelle générale, puisqu'on sait qu'il n'y a pas que nous qui sommes exposés à cette modification de notre environnement, il y a également tous les êtres vivants, qu'ils soient animaux ou végétaux. Et donc, il y a de toute façon une modification de ces êtres vivants. Et là, l'objectif de ce travail est de regarder le système de détoxification chez les vertébrés, puisqu'en fait, bien entendu, quand on est exposé, l'organisme va essayer de s'adapter. Et donc, essayer de voir un petit peu comment ce système peut avoir évolué et puis regarder le lien qu'il peut y avoir entre cette défense chimique et la défense immunitaire qui est notre moyen de réponse. Donc, c'est un peu une perspective zoologique, écologique, mais qui donne un éclairage et qui peut ensuite nous aider aussi à comprendre ce qui se passe chez l'homme et cette fois-ci plus à une vision de moyen, long, voire très long terme. La troisième partie s'intéresse aux polluants chimiques et là, non plus directement sur l'homme, mais on va s'intéresser plutôt sur les agents infectieux, en sachant qu'on a vu tout à l'heure que les agents infectieux faisaient partie aussi de notre environnement et qu'ils pouvaient avoir un impact sur l'homme. Je vous rappelle le schéma multiflèche. Les flèches, elles vont dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il va y avoir un effet des polluants directement sur l'autre, mais également sur les agents infectieux qui ont un effet sur l'autre, qui peuvent aussi modifier l'environnement et ainsi de suite. Donc là, l'objectif, c'était de voir les interactions finalement entre certains composés chimiques et biologiques de l'environnement. Et donc là, c'est une exposition en fait des polluants. Les polluants donc exposent l'eau, la terre et l'air et peuvent au fur et à mesure du temps modifier, puisque vous savez que dans l'eau, dans la terre comme dans l'air, il y a un certain nombre d'agents microbiologiques. Et que ces agents microbiologiques, ces communautés microbiennes, eh bien, elles vont se modifier sur l'influence des polluants. Et donc là, l'objectif de plusieurs études de l'équipe d'Edison, c'est véritablement de voir cette évolution de ces communautés microbiennes. Et l'évolution de ces communautés microbiennes a forcément un retentissement sur l'homme. Un autre exemple, alors qui est peut-être plutôt plus pratico-pratique, qui va peut-être plus parler, c'est de voir par exemple l'impact des fongicides azolés. Il faut savoir que dans les pesticides qui sont utilisés, il y a notamment des fongicides azolés qui peuvent finalement favoriser la sélection de champignons qui sont dans l'environnement, qui habituellement sont sensibles à ce type de médicaments que sont les azolés, qui sont un anti-champignon, un anti-fongique. Et le fait d'utiliser certains types de pesticides, notamment qui peuvent en contenir, va exposer nos champignons de l'environnement aux antifongiques et favoriser l'émergence de résistance. Ce qui fait que chez des patients, même s'ils n'ont jamais reçu de traitement, ils auront une souche qui sera d'emblée résistante et beaucoup plus difficile à traiter. Donc là, l'idée, c'est de faire des cartographies des résistances à partir de prélèvements environnementaux, c'est-à-dire qu'on prélève en systématique dans l'environnement
pour voir s'il y a des souches déjà résistantes dans l'environnement. Et puis, on va mesurer les concentrations de ces fongicides, donc de ces pesticides anti-champignons de type azolé dans l'environnement. Donc ça, c'est une cartographie. En parallèle, des travaux sur directement des isolats de patients, donc des patients qui ont certains types de champignons, notamment Aspergillus, et on va les dans des suites de cohortes, on va les regarder, on va regarder leurs caractéristiques, voir dans leur zone, leur évolution, et puis on va essayer de comprendre le lien entre finalement les souches éventuellement résistantes, les pratiques agricoles aux alentours, les usages de pesticides. Et donc là, on voit directement l'impact que peut avoir une modification de l'environnement sur l'hôte, sur les agents pathogènes, et de ce fait, sur des pathologies dont le traitement va être plus compliqué. Le deuxième Work Package va s'intéresser aux agents infectieux. Et comme vous pouvez le voir sur les 3 premières tâches, globalement, on part sur la même idée. On veut faire une caractérisation moléculaire et fonctionnelle des pathogènes respiratoires, qu'ils soient fongiques, qu'ils soient bactériens ou qu'ils soient viraux. Et puis, une approche un petit peu différente, métagénomique et environnementale, et ce, via différents types d'approches. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Là encore, ce n'est absolument pas exhaustif. Alors, l'objectif, quand on dit caractériser, c'est de savoir qu'est-ce que c'est, donc quel pathogène on parle, est-ce qu'il y a des résistances, à quoi ça sert, est-ce qu'il y a des cibles thérapeutiques, est-ce qu'il peut y avoir des fois où finalement il est présent mais il n'est pas pathogène et puis l'agent va devenir pathogène dans certaines circonstances. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on va pouvoir apprendre en travaillant sur ces pathogènes respiratoires. Alors, pour la partie champignons, je vous ai mis en exemple d'abord Pneumocystis. C'est un champignon très particulier qui a été classé à tour de rôle dans les champignons et dans les parasites. Et dont l'intérêt quand même, c'est qu'il va donner des formes cliniques extrêmement variées en fonction de son interaction avec l'hôte, ce qui revient toujours à notre approche intégrée. C'est-à-dire que ce pneumocystis, il peut aller de la simple colonisation, on en trouve, mais le patient n'est absolument pas malade, à un patient qui est très grave, qui est à l'hôpital, qui est en réanimation, qui peut même en mourir, jusqu'à la pneumonie sévère. Donc là, les travaux, c'est pour caractériser ce pneumocystis, essayer de comprendre les facteurs, qu'ils soient associés à l'hôte ou associés à la souche, qui vont faire qu'on va passer d'une forme simple de colonisation à une forme sévère. Est-ce qu'il n'y a que des facteurs hôtes, une certaine vulnérabilité, et laquelle? On a déjà des pistes. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi des facteurs liés aux pathogènes et à l'interaction, bien sûr, entre les deux? Donc ça, c'est un excellent exemple de micro-organisme qui, à la fois, peut finalement vivre, entre guillemets, en bonne intelligence, il ne se passe rien, et qui peut vraiment être très pathogène et rendre malade l'hôte. Deuxième travaux sur ce type de champignon, c'est essayer de voir combien de temps la personne qui est malade est vraiment malade va relarguer des champignons et donc va pouvoir éventuellement contaminer d'autres personnes vulnérables. Et ça, c'est important, on va dire au niveau plutôt de la prise en charge hospitalière, puisque ça voudra dire qu'il y aura peut-être un temps nécessaire pour isoler ces patients, pour éviter qu'ils ne contaminent d'autres patients fragiles. Alors, il y a beaucoup de travaux sur les champignons, et comme je vous disais, on parlait tout à l'heure de mucoviscidose. Il y a de nombreux champignons émergents qu'il faut qu'on connaisse, qu'on apprenne à connaître. On les découvre, on ne sait pas s'ils sont pathogènes, on ne connaît pas leur degré, leurs interactions avec l'hôte. Donc là, on repart vraiment de la caractérisation moléculaire, on essaie de comprendre les facteurs de risque associés au dire qu'ils soient simplement présents, voir qu'ils développent vraiment une pathologie. Quelle est leur sensibilité aux molécules qu'on a pour lutter, donc aux antifongiques, et puis comment les patients vont répondre, et de voir si, en fonction de la réponse des patients, on peut créer une sérologie pour aider au diagnostic. L'objectif, c'est à la fois améliorer le diagnostic et après améliorer, bien sûr, la prise en charge. Et puis, il y a d'autres travaux pour essayer de voir un petit peu les médiateurs qui font qu'on a de l'immunité innée antifongique, notre réponse directement, puisqu'on est en permanence exposé aux champignons, et les interactions entre les virus et les champignons.
Après, on peut aussi travailler sur les interactions, par exemple, entre bactéries et champignons. Et il y a des couples qui peuvent se former et qui sont, dont la prise en charge va devenir de plus en plus compliquée. En termes de bactéries, eh bien, il y a plusieurs types de bactéries qui vont être étudiées, on va dire, dans cette FHU. Et alors, à la fois des bactéries, on va dire, qui sont fréquentes, notamment chez les insuffisants respiratoires, et qui malheureusement, potentiellement, et entre autres de la faute de l'homme, devenir de plus en plus résistantes par l'utilisation pas toujours appropriée des antibiotiques, donc qui vont être étudiées, dont une qui est assez connue, qui est le Pseudomonas aeruginosa, et puis on va dire un cousin un peu plus éloigné, la Cyanobacter baumannii, dont l'objectif est de travailler à la fois sur les facteurs de virulence. Là encore, on a des patients pour lesquels on va retrouver du Pseudomonas aeruginosa dans les crachats, mais ils ne sont pas forcément plus malades, ils sont en état stable de leur pathologie. Et puis, justement, voir un petit peu si les souches ont une exacerbation, donc quand les patients sont beaucoup moins bien, elles sont identiques. Est-ce qu'il y a une population qui a pris le dessus? Essayer de comprendre un petit peu s'il y a des facteurs de virulence, des facteurs qui favorisent, entre guillemets, la colonisation. Donc, il y a un travail là-dessus. Et puis, bien entendu, mais ça, ce n'est pas dans ce Work Package, il y aura des travaux de synthèse de nouvelles cibles thérapeutiques ou de nouveaux antibiotiques parce que la prise en charge de ces patients, elle est à la fois pour essayer de repérer, de limiter l'infection et puis seulement de la prise en charge. Il y aura également des travaux sur deux bactéries, donc je les ai mis volontairement parce qu'elles sont extrêmement virulentes. Elles sont extrêmement différentes l'une de l'autre, mais également avec ces bactéries ici. C'est pour vous montrer le champ extrêmement large de cette tâche. Donc, Bordetella pertussis, c'est l'agent de la coqueluche. Donc, comme vous savez, c'est extrêmement contagieux. C'est une maladie très aiguë. Alors, chez le tout petit, eh bien, ça tue. C'est pour ça qu'on a heureusement la vaccination qui est très efficace. Chez l'adulte, dont la vaccination n'est plus, s'il n'y a pas eu de rappel de vaccination qui n'est plus trop protégé, entraîne, on va dire, des formes aiguës, avec essentiellement de la toux, mais qui ne sont pas mortelles, avec une autre bactérie qui est Mycobacterium tuberculosis, donc l'agent de la tuberculose, qui lui aussi est contagieux, mais au prorata, il y a moins de malades. C'est-à-dire que coqueluche, quand il y a des épidémies de coqueluche, ça va très très vite. Mycobacterium tuberculosis, donc il y a une certaine contagion, mais parmi les gens qui vont être infectés, il n'y en a que 5 à 10%, en tout cas, qui vont développer la maladie, qui vont donc être symptomatiques. À la différence de Bordetella pertussis, où c'est très aigu, Mycobacterium tuberculosis, ça va se développer sur des semaines. Et c'est un problème de santé publique également. Donc, ces deux bactéries qui ont des pathogénicités complètement différentes. Et l'objectif, c'est justement de les caractériser mieux, de les comparer, de voir l'évolution de leur génome et essayer d'améliorer notamment la vaccination, c'est-à-dire d'avoir des nouveaux vaccins. Et là, l'idée, elle est plutôt par rapport à Mycobacterium tuberculosis, puisque vous savez que pour le moment, le seul vaccin disponible, c'est le BCG, qui est très imparfait. Alors, sur les virus, c'est pareil, c'est très large. Donc, j'ai mis quelques virus. Bien entendu, il y a le SARS-CoV-2, mais également de nombreux virus qui atteignent les voies aériennes inférieures et supérieures, comme le VRS, qui donne la bronchiolite de l'enfant, mais puis les infections chez l'adulte, le rhinovirus, la grippe, la rougeole, etc. Actuellement, on peut dire qu'on est en train de vivre au milieu de ces virus, puisqu'il y a un peu une épidémie et du SARS-CoV et de la grippe. Je pense qu'il y a aussi du VRS qui traîne. Bon, je ne parle pas des virus digestifs. Mais voilà, ces virus sont très fréquemment retrouvés. Et là, j'ai choisi aussi de vous mettre quelques exemples qui sont vraiment de tout petits exemples. Donc, le premier exemple, c'est l'exemple Ecovir et c'est intéressant puisque ça montre que ce qu'il faut continuer à développer dans la FHU, c'est bien sûr, on travaille au niveau hospitalier et universitaire, mais également, il faut travailler en soins primaires. Et donc, cette étude est une étude vraiment en soins primaires, donc chez le médecin généraliste, infection respiratoire basse. Et donc, c'était sur 2 saisons épidémiques. Donc, le patient qui se présente. Et donc ça, c'était grâce à l'intermédiaire d'internes. Le patient donc était inclus. Il y avait des questionnaires, des prélèvements. Donc comme vous voyez, c'était avant Covid, mais on faisait déjà des écouvillons puisque c'est quand même ce qui est le plus simple pour faire des PCR virales. Il y avait une conservation donc avec du biobanking et puis ces patients étaient rappelés à J7 pour un nouveau questionnaire. Il y avait ainsi des données cliniques et des données microbiologiques avec des PCR, la possibilité de quantifier la charge virale et de faire du génotypage. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour comprendre
on va dire, quels sont le type d'infection des voies aériennes inférieures qu'on a les hivers en population générale. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que la vue qu'on a, c'est la vue de ce qui passe par l'hôpital, ce qui passe par les urgences, les patients hospitalisés, mais pas de ce qui se passe au quotidien pour la plupart des patients qui sont heureusement pris en charge en ambulatoire. Et on voit par exemple là avec le Covid, on a des chiffres qui peuvent faire très très peur parce qu'on systématiquement les patients dès qu'ils sont symptomatiques, ils se font tester. Ce qui n'est pas le cas pour de la grippe, du rhinovirus, du VRS, etc. Et seul ce type d'étude permet d'avoir une sorte de cartographie, de voir la clinique, de voir un petit peu l'évolution, les pourcentages de tel et tel virus avec les symptômes associés, et puis le terrain sous-jacent. Donc, c'est vraiment des études extrêmement intéressantes qui sont à poursuivre. La dernière partie, c'est une partie d'épidémiologie dite évolutive. On part un peu sur le même principe que tout à l'heure, c'est qu'il y a une évolution. Et l'épidémiologie évolutive, c'est essayer de comprendre et puis de prédire comment ça va évoluer, à la fois chez les parasites et les pathogènes, et ce, en réponse à des changements d'environnement ou dans la démographie des hôtes. C'est pour ça que je vous ai mis il y a l'évolution chez l'homme et l'évolution, ce qui nous intéresse aussi, chez les agents pathogènes. Et ça se base sur des modèles théoriques qui vont simuler un certain nombre de scénarios. Et donc, on peut faire différents types de scénarios. On peut faire un scénario avec des infections multiples, avec plusieurs agents, des agents qui se répètent. Des scénarios où on rajoute le traitement. Et l'objectif, c'est de prédire comment les niveaux de virulence vont évoluer. C'est un peu faire au très long terme ce que on a comme annonce, par exemple, pour le Covid, mais qui ne fait pas ces modèles, c'est des projections. Là, on va beaucoup plus loin, puisque là, on va prendre en compte le niveau de pathogénicité, la rapidité avec laquelle le pathogène se multiplie à l'intérieur de son hôte, sa contagiosité, donc c'est-à-dire la rapidité, sa transmissibilité. Alors, c'est des données quand même qu'on maîtrise un petit peu mieux. J'aurais eu à faire ce même topo de FHU pour les nuls il y a 2 ou 3 ans, avant Covid. Peut-être que c'est des choses qu'on comprenait moins bien. Aujourd'hui, c'est relativement plus clair pour tout à chacun. Et on va combiner des modélisations et des tests statistiques et on va essayer de les appliquer spécifiquement aux agents infectieux pulmonaires humains, puisque c'est le cœur de notre FHU. Le troisième Work Package, c'est un Work Package hôte, et où on va globalement, dans les 2 premières tâches, faire les conséquences des interactions entre les facteurs environnementaux et l'hôte, à la fois sur le développement des bronchopathies et lorsqu'elles sont là, sur leur progression, sur les exacerbations et sur leur niveau de sévérité. On a forcément, au vu de la situation sanitaire actuelle, souhaité évaluer les conséquences de la pandémie à Covid-19 et puis de chercher à comprendre les mécanismes qui vont intervenir au cours de ces interactions. Alors, juste pour venir, l'hôte, parce que là, on travaille sur l'hôte. L'hôte, ce n'est pas ce qu'on croit à l'hôte. Eh bien, c'est un super organisme. Je vous rappelle qu'on contient 100 fois plus de bactéries que de cellules humaines. Et là, je ne parle que des bactéries. Et que ces bactéries, finalement, vous voyez, c'est 9,5%, que 67,7% de notre organisme sont des virus. Et puis, il y a un peu de champignons, puis il y a un peu d'autres choses qu'on ne sait pas très bien. C'est-à-dire que quand on parle d'hôte, et notamment dans cette partie-là, ça sera l'hôte en tant que super-organisme, et on va parler en fait microbiote. Donc le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui résident dans l'hôte. Des bactéries, des virus, des phages, des champignons. Alors c'est pour ça que je vous ai mis cette petite image. Voilà, on est là, puis on est entouré par plein d'autres choses. Le métagénome, et c'est important puisqu'on va faire de la métagénomique, on va évaluer l'ensemble des gènes bactériens. Et ils représentent 100 à 150 fois le génome humain. On est vraiment tout petit. Il y a des interactions entre notre microbiote, l'environnement et la réponse immune. Et ça commence très très tôt, avant même la naissance. Déjà, l'exposition pendant la grossesse, donc environnementale de la mère et donc du fœtus, de l'embryon du fœtus, va interagir et va sculpter ce microbiote. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'il peut y avoir une dysbiose, c'est-à-dire que notre microbiote se déséquilibre et que ce déséquilibre aura des répercussions néfastes pour l'hôte et le développement de pathologies. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on parlait de pathologie respiratoire chronique, mais c'est vrai pour tout. Alors, un exemple d'études qui vont être faites, qui est en cours, on va dire,
dans ce Work Package, c'est Virasma Covid G4. Là encore, j'ai repris la diapo qu'avait fait Philippe et où on voit bien qu'il y a un certain nombre de facteurs qui vont jouer sur notre poumon. Alors, bien sûr, notre susceptibilité génétique. Il y a notre exposition à un certain nombre de l'agent de l'environnement dans lequel on retrouve beaucoup de choses, des acariens, de l'aliment, du pollen, des animaux, mais aussi donc parasites, les poussières, les antibiotiques, est-ce qu'on a été allaité, etc. Des facteurs autres qui sont un peu plus toxiques, on va dire, qui sont ici et qui vont modifier avec cette interaction entre gènes, environnement et réponse immune sur lequel va se rajouter le SARS-CoV-2. Donc, l'étude Virasma Covid G4, elle découle un peu de notre étude et notamment qui s'appelait Virasma, qui était sur les phénotypes de l'asthme de l'enfant. Je vous rappelle que l'asthme étant la première maladie chronique de l'enfant. Et donc, celle-ci, donc, elle va se fixer sur le Covid à partir de différentes cohortes qui existent. Et l'objectif est de voir l'impact de la pandémie sur le contrôle de l'asthme, sur le risque que les patients fassent des exacerbations, mais aussi sur l'observance et la qualité de vie. Et puis, ça, c'est un impact de la pandémie en général, puisqu'on sait aussi qu'il y a eu un impact psychologique, social, et que cet impact psychologique, social peut jouer sur le contrôle de l'asthme. Et puis, l'impact direct du SARS-CoV-2 et indirect, parce qu'il y a d'autres pathogènes et polluants, de la pandémie, là encore, sur les exacerbations, mais cette fois-ci de manière prospective avec des prélèvements chez des patients qui ont été hospitalisés pour asthme aigu au CHU de Lille. Alors, deuxième exemple de la relation, on va dire, hôte-environnement chez les patients qui ont déjà des pathologies respiratoires chroniques. Là, on quitte l'asthme pour aller vers la BPCO. C'est l'étude BPOPI. Et pour voir le rôle de la pollution atmosphérique sur les exacerbations de BPCO dans l'agglomération amiénoise, en prenant en compte la nature des polluants. Donc, c'est la deuxième étude Air Santé qui avait été faite dans la métropole d'Amiens. Donc, tous les patients BPCO qui venaient aux urgences d'Amiens, que ce soit du CHU ou de la clinique, pour exacerbation de BPCO, ont été inclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. En parallèle, il y a des recueils de données de qualité d'air avec les polluants réglementés et non réglementés pour voir s'il y a un lien entre pic de certains polluants et pic d'exacerbation de BPCO, nécessitant en tout cas un passage aux urgences, avec bien entendu, là encore, un essai de prendre en charge le avant 2020 avec le après 2020 et l'influence du Covid, du changement de comportement des patients, de l'apparition des masques, qui ne filtrent pas tout, mais qui filtrent quand même certaines particules. Et donc, voilà une deuxième manière d'évaluer, on va dire, l'impact de notre environnement sur l'hôte. Troisième exemple, COPD 17-22, donc l'implication de la voie IL-17, IL-22 dans les exacerbations bactériennes de BPCO. Et là, on voit qu'on a vraiment plusieurs possibilités de travail, c'est-à-dire qu'on part du patient en exacerbation, pour lequel on va avoir des prélèvements qui sont faits, et puis on va faire passer un CMEI. Et vous voyez, il y a des évaluations qui vont être faites à différents moments, à la fois des évaluations en état stable et des évaluations en exacerbation de ces patients. Et puis du suivi sur le long terme pour voir ce qu'ils deviennent et pouvoir là non seulement voir, on va dire, un certain nombre d'impacts de choses, mais surtout là, on ne s'intéresse plus directement à l'impact de l'environnement sur l'hôte, mais à comprendre les mécanismes et notamment une voie de réponse, la voie IL-17, IL-22, dans les exacerbations. Le quatrième Work Package, c'est la prise en charge thérapeutique. Donc, la prise en charge thérapeutique visant à la fois à essayer d'améliorer les molécules disponibles, leur galénique, et puis, bien sûr, leur mode d'administration et l'évaluer chez les patients. Alors ça, j'ai repris donc, cette diapo qui vient de Patrick d'Allemagne, qui vous montre bien globalement ce qui va être sur la partie, on va dire, drug design du FHU, avec deux possibilités, soit de la synthèse de novo avec un design in silico, donc par, on va dire, bioinformatique, soit qu'on va baser sur la cible qu'on veut atteindre, soit sur le ligand, et donc on va avoir un certain nombre de molécules potentielles, virtuelles,
qu'on va faire donc en synthèse et puis qu'on va ensuite commencer à tester. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, il y a différents types de tests, hein, pour faire une sélection. Et il y a en général des milliers de molécules sélectionnées avant qu'on arrive sur du vrai préclinique. On peut faire la même chose en partant de chimiothèques qui existent et on a des grosses chimiothèques sur l'interrégion. Là encore, cette fouille, elle va se faire soit sur le ligand qu'on cible, soit sur la cible thérapeutique, et elle va partir sur le même principe. Tout ça va aboutir, on espère à un moment donné, à des essais cliniques chez l'homme d'un médicament. Il faut savoir quand même qu'en général, entre là ou là et ici, il se passe 10 ans et qu'il faut tester des milliers de molécules potentielles pour avoir l'espoir d'avoir peut-être un médicament. Donc, il y a beaucoup de travail. Donc là, ça a la possibilité donc, de faire, on va dire, travailler sur des nouvelles molécules. On peut essayer, pour améliorer les choses, dans notre sélection aussi, c'est de voir la toxicité. Alors, la toxicité, on peut travailler sur des cellules humaines. Donc, il y a des modèles pour voir un modèle épithélium respiratoire humain, donc qui permet de voir un peu éventuellement la toxicité. Il y a des modèles qui travaillent plutôt sur la biodistribution. Avoir un médicament efficace in vitro, mais finalement, si in vivo, il ne va pas à la cible thérapeutique, ça n'a aucun intérêt. Donc là, on a des modèles, par exemple, de barrière hémato-encéphalique, puisqu'on sait que c'est une barrière difficilement franchissable pour certaines molécules, pour voir justement si les molécules qu'on a ciblées, eh bien, elles passent différents types de barrières. On va essayer de s'intéresser également s'il y a des interactions avec les pompes à efflux humaines, qui sont des systèmes de régulation. Vous avez des exemples ici de pompes à efflux, qui gèrent des flux ioniques. Et en fonction du sens et du fonctionnement de ces pompes, certains médicaments peuvent ou ne pas du tout rentrer dans la cellule et atteindre ou non leur cible. Et quelquefois, on a un médicament là encore qui marche bien, et puis quand on le met in vivo, il ne se passe rien, tout simplement parce que le médicament, il a beau bien marcher, comme il n'arrive pas à sa cible thérapeutique, qui ne rentre pas dans la cellule parce qu'il y a un problème, notamment sur les pompes à efflux, eh bien, il ne servira à rien. Et puis, il y a des plateformes, notamment la plateforme SMART, qui permet le dosage de molécules dans des échantillons biologiques et des modèles in vitro, et qui permet là encore d'aider à évaluer cette toxicité, cette biodistribution. Après, quand on a un petit peu avancé, on peut faire des tests un petit peu sur, on va dire, lorsqu'on a vraiment sélectionné des molécules très, très prometteuses, qui ne semblent pas être trop toxiques, qui semblent tout fonctionner, il faut quand même passer au modèle être vivant. Et donc, on peut, tout en respectant bien entendu toutes les réglementations et après validation par les comités d'éthique, tester certaines molécules sur un modèle animal avant de passer aux essais cliniques. Et donc, dans la FHU Respire, on a ces deux étapes avec à la fois des travaux sur modèle murin, mais également des essais donc, en population avec des médicaments. On peut aussi essayer, pour améliorer la prise en charge, d'améliorer l'évaluation de la pharmacocinétique. Et il y a notamment 2 études qui sont en cours pour essayer de doser les antibiotiques, non pas dans le sang, mais on va dire dans le site de l'infection, puisque finalement, c'est bien d'avoir une bonne concentration du médicament, de l'antibiotique dans le sang, mais si cet antibiotique n'arrive jamais dans le poumon, notamment dans l'alvéole, où il y a l'infection, ou dans la plèvre, cette enveloppe qui peut s'infecter, ça ne sert à rien. Et donc, il y a 2 études en cours avec le dosage dans le liquide broncho-alvéolaire et dans le liquide pleural des antibiotiques. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, la partie clinique, donc où on va pouvoir essayer de nouvelles molécules ou repositionner certaines molécules, mais également travailler sur le développement de formes galéniques qui sont adaptées à des populations un petit peu différentes, les populations pédiatriques ou les populations gériatriques. Le dernier Work Package, je vais passer un peu rapidement, notamment sur la toute dernière partie, qui n'est, voilà. Donc, globalement, on va avoir une approche historique, l'approche pour voir sur l'impact sur la vie quotidienne, et puis un peu de médico-économique, et le reste, ce sera vraiment de la communication et de l'enseignement, avec beaucoup, beaucoup d'outils qui sont cette fois-ci un peu plus loin du laboratoire comme on l'entend habituellement, mais ce sont également des laboratoires de recherche. Donc, l'histoire, on sait que le passé est émaillé d'épidémies,
Pendant ces périodes, il y a une interaction forte entre l'environnement et l'hôte. Il y a eu des mesures qui ont été prises. Le choix qu'on a fait, c'est de commencer à travailler, enfin l'équipe d'histoire a choisi de travailler d'abord sur la tuberculose, on va dire qui est quasiment aussi ancienne que l'homme. Et il y a certaines mesures qui ont été prises sur des périodes épidémiques tuberculose qui sont un écho pour aujourd'hui. Et je vous ai mis juste ça. Je pense que ça parle mieux que 1000 dessins, hein. Donc, c'était à l'époque, la pleine époque, on n'avait pas encore les antituberculeux, eh bien, pour essayer de limiter l'épidémie. Et vous voyez, on retrouve les écoles de plein air, on retrouve qu'il faut tousser dans son mouchoir, qu'il faut utiliser un gobelet indienne, il faut se laver les mains, il faut ouvrir les fenêtres. Et donc, des choses finalement qui sont d'actualité aujourd'hui par le SARS-CoV-2. Donc, essayer d'apprendre en regardant notre passé. Oh, pardon. Une deuxième partie sur l'impact sur la vie quotidienne, puisque toutes ces maladies respiratoires chroniques, elles ont un impact fort sur la vie quotidienne. Et si on ne tient pas compte, on ne va pas améliorer les patients, puisqu'améliorer les patients, c'est améliorer leur qualité de vie au sens large du terme. Donc, il faut absolument le prendre en compte. Et pour ça, on a 3 disciplines, la psychologie, la sociologie et puis tout ce qui est psychiatrie de l'adolescent. Et pour commencer, on travaille sur des cohortes existantes, notamment la prise en charge psychologique d'adolescents ayant des maladies chroniques. Et en particulier, il y a une cohorte sur les patients avec la mucoviscidose, donc qui est une maladie respiratoire chronique, et voir par exemple l'impact qu'a pu avoir le confinement et le déconfinement chez ces patients, et dans les deux sens, hein. Donc globalement, la FHU, comme vous le savez, on est 29 départements cliniques, 6 universités, dont l'Institut Pasteur de Lille qui fait partie de l'Université de Lille, des industriels, des partenaires à type de réseau. Et je vous remercie. Donc, je serai là si vous avez quelques questions, mais il nous reste quasiment plus de temps. Ce n'était pas facile comme exercice. J'espère que j'ai répondu en tout cas à vos attentes. Et quoi qu'il arrive, je vous donne rendez-vous mardi 26 avril pour la 4e conférence du dernier mardi du mois par Fabien Gosselet. Et donc, si vous avez des questions ou des commentaires ou des précisions, n'hésitez pas.